Le 2 mars 1943, 8 navires de transport japonais quittèrent Rabaul à destination de la Nouvelle-Guinée, avec près de 7 000 soldats entassés sur leurs ponts. En 15 minutes, la mer se transforma en un enfer de feu, effaçant une armée entière. 8 transports et 4 destroyers disparurent sous les vagues, laissant plus de 5 000 hommes derrière eux. Ce n'était pas une bataille, mais une annihilation. Le B-25 Straver, un bombardier modifié volant à peine au-dessus de la mer et armé de mitrailleuses plutôt que de torpilles, changea à jamais la guerre navale. L'histoire commence à l'aube, sur la mer de Bismarck. Près de 7 000 soldats de la 51e division se pressent sur les ponts des transports. Le contre-amiral Masatomi Kimura observe l'horizon avec satisfaction depuis la passerelle du destroyer Shikinami. 8 destroyers entourent les transports comme des gardiens d'ailes acier hérissés de canons de 127 mm et de mitrailleuses de 25 mm. Pour lui, tout semble parfait. Depuis 2 ans, les bombardiers ennemis ont attaqué sans jamais réussir à infliger de véritables pertes. Pour le général Atazo Adachi, commandant de la 18e armée, les hommes à bord représentent le salut. S'ils atteignent Ley, le front tiendra peut-être. Sinon, toute la campagne du Japon dans le Pacifique Sud-Ouest risque de s'effondrer. Pendant ce temps, le major Paul Papy Gunn, un bricoleur de génie, invente une nouvelle technique appelée skip bombing, le largage des bombes à seulement 60 mètres d'altitude, leur permettant de ricocher 1 ou 2 fois avant de frapper le flanc un navire et exploser à la ligne de flottaison. Au début du mois de mars, les Américains avaient alors perfectionné impensable, un bombardier qui combattait comme un cuirassé et une méthode des attaques que aucune flotte ne pouvait survivre. Il ne leur manquait plus qu'une cible. Au matin du 3 mars, elle apparut. Le convoi de Kimura fendait les eaux calmes à une centaine de milles au nord de la Nouvelle-Guinée, se dirigeant droit vers Ley. Les guetteurs signalèrent quelques avions lointains, des B-17 volant à haute altitude. Kimura réagit à peine. Ces lourds bombardiers étaient les mêmes raideurs maladroits et prévisibles que des habitudes. Mais bien plus bas, rasant les vagues, arrivait la véritable force de frappe. 12 B-25 Mitchell Strafers et 13 chasseurs bombardiers australiens venant du sud-ouest à plus de 400 km/h. Leurs hélices découpaient la surface de la mer en éclats d'argent. Dans chaque cockpit, les tireurs attendaient, les mains tremblantes sur les gâchettes. Ils étaient entraînés précisément pour cet instant. La première fois que leurs nouvelles armes affronteraient l'ennemi. À 10 heures du matin, la mer de Bismarck ne serait plus jamais la même. La première vague arriva, volant au ras de l'eau. Depuis le cockpit du Sleepy Time Gall, le lieutenant Donald McCullers aperçut les navires ennemis s'étendant à l'horizon, parfaits, symétriques, inconscients du destin qui les attendait. Au cœur d'une bataille féroce, l'escadron du lieutenant McCullers, à bord de son Mitchell, volait à une altitude terriblement basse. Le destroyer de tête, le Shirayuki, fendait les vagues à toute allure, mais son équipage ne parvenait pas à suivre le rythme du tir ennemi. Le bombardier de McCullers, Roger, pressa la gâchette, et 8 jets de mitrailleuses de calibre, 50 jaillirent du nez du Mitchell. La mer éclata en gerbes d'étincelles, et les servants de canon japonais disparurent dans des éclairs de feu. Le navire se brisa en deux, et l'océan explosa autour de lui, projetant fumée et débris vers le ciel. Le mitrailleur de McCullers rechargea, glissant de nouvelles bandes dans les armes crépitantes. En virant sur la gauche, McCullers aperçut le chaos en contrebas. Les chasseurs bombardiers australiens fonçaient depuis le sud, balayant les ponts du convoi à coups de canon. Des explosions parsemaient la mer tandis que les navires se dispersaient, leur formation se disloquant. Un destroyer japonais tenta de se présenter de flanc pour riposter. Mais les strafers étaient trop rapides, trop proches. Une rafale déchiqueta les servants avant même qu'ils ne puissent viser. À bord du Kyokusei Maru, les soldats couraient dans la panique, certains serrant encore leurs fusils, d'autres figés par l'incrédulité. On leur avait dit qu'aucun avion ne pouvait voler aussi bas
et que aucune bombe ne pouvait toucher un navire en mouvement à une telle vitesse. McCulloch remonta pour un second passage, visant cette fois les transports bondés de troupes. Il aligna sa mire sur le Oigawa Maru, un navire massif dont les ponts étaient noirs de monde. Alors que McCulloch s'élevait à travers la fumée, l'horizon n'était plus qu'un enfer, des navires en flammes, des hommes à la mer, et d'épais nuages noirs s'élevant vers le ciel. Le convoi se disloquait, et la mer de Bismarck ressemblait à un miroir brisé. Vue du ciel, elle avait des allures de fin du monde, les navires dispersés dans toutes les directions, et la moitié de l'horizon noyée sous les colonnes de fumée. À bord du Oigawa Maru, le caporal Hiroshi Tanaka trébuchait dans le chaos, la fumée emplissant les couloirs. Une seconde explosion secoua le navire, faisant gîter le pont et projetant des dizaines de soldats dans la mer. À la surface, des nappes d'huile s'enflammaient à chaque nouvelle frappe de bombe. Un B-25 plongea droit sur eux, son nez illuminé d'éclairs. Une pluie de balles traversa le pont, et la passerelle vola en éclats. Le capitaine disparut dans une gerbe de flammes. Les bombes ricochèrent une fois, deux fois, avant de frapper de plein fouet, fendant le navire de la proue à la poupe. Au-dessus, le lieutenant McCulloch revint en cercle, le souffle court, les mains tremblantes sur les commandes. À travers la fumée, il distingua les restes du convoi. Des navires mourants, certains en flammes, d'autres sombrant lentement, d'autres encore simplement effacés de la surface. Sa radio grésillait de voix qui s'entremêlaient, l'exhortant à continuer d'attaquer les transports, à ne laisser aucun survivant atteindre Leigh. Lors de la bataille de la mer de Bismarck, le lieutenant Donald McCulloch faisait face à une situation désespérée, alors qu'il ramenait le Sleepy Time Gale vers la base. Les deux destroyers japonais, Arashio et Straffers, étaient là condamnés à l'explosion. Le navire de tête, Arashio, tirait frénétiquement, mais les Straffers américains étaient déjà dans l'axe de tir. 3 B-25 fondirent au ras des vagues, et la passerelle du destroyer disparut sous une pluie de balles. Les deux navires entrèrent en collision, provoquant une explosion assourdissante qui monta à plus de 30 mètres dans les airs. Les chasseurs bombardiers australiens arrivèrent juste derrière les Américains, mitraillant les canaux de sauvetage, réduisant au silence les servants de canon et empêchant toute riposte. Les survivants japonais livrés à eux-mêmes luttaient dans l'eau. Le caporal Hiroshi Tanaka battait des jambes au milieu d'une nappe d'huile en flammes. Il entendait les cris des hommes piégés dans les coques en train de couler, leur voix s'éteignant peu à peu sous le rugissement des flammes. Certains tentèrent de nager pour s'éloigner, mais l'huile s'enflammait, projetant des vagues de feu orange à la surface. Quelques instants plus tard, les chasseurs australiens repassèrent, leurs mitrailleuses crachant la mort. Tanaka plongea sous l'eau, tandis que les balles percèrent la surface au-dessus de lui. Lorsqu'il refit surface, les radeaux avaient disparu. Bien plus haut, McCulloch sentit la chaleur, même à travers la verrière du cockpit. Pour la première fois, la radio se tut. Plus une seule voix. En dessous, la mer brûlait comme du verre en fusion. 8 transports gisaient au fond. 4 destroyers étaient au détruit ou en train de sombrer. Près de 7000 hommes s'étaient volatilisés dans la mer, et le convoi autrefois invincible de la marine impériale japonaise venait d'être anéanti en quelques minutes. Sur la passerelle du destroyer Shikinami, l'amiral Masatomi Kimura restait immobile, fixant une mer qui n'avait plus rien d'humain. Des colonnes de fumée noire s'élevaient vers le ciel comme des bannières funèbres, et toutes les quelques secondes, une nouvelle explosion marquait l'agonie d'un navire. Il se tourna vers son officier des communications pour signaler leur position, mais l'antenne avait disparu, et aucun message ne pouvait plus passer. Au moment où le soleil commença à se coucher, la mer de Bismarck prit une teinte rouge sang, reflétant tout ce que le Japon avait perdu ce matin-là. Le lieutenant Donald McCulloch guida le Sleepy Time Gale vers la base, les moteurs tremblant sous la contrainte. Dans le cockpit, le silence régnait encore. À travers les nuages, l'équipage distinguait toujours les flammes qui léchèrent l'horizon. Finalement, l'un des mitrailleurs brisa le silence. 7000 hommes, perdus en 15 minutes.
McCuller murmura doucement. Nous venons de terminer une bataille, qui n'a même jamais atteint la terre. La bataille de la mer de Bismarck fut un moment charnière de la Seconde Guerre mondiale, marquant l'aube de la guerre navale moderne. La bataille entraîna la destruction de 8 navires de transport, de 4 destroyers, et la disparition de milliers d'hommes. L'amiral Isoroku Yamamoto, l'architecte de Pearl Harbor, lut le rapport en silence avant de déclarer qu'il n'existait aucune contre-mesure. Cette révélation condamna les garnisons japonaises de Nouvelle-Guinée, désormais isolées, contraintes de combattre et de mourir avec des rations qui s'épuisaient et sans renfort. La grande ambition de l'Empire de progresser vers le sud, en direction de l'Australie, s'effondra en une tempête de feu et d'acier de 15 minutes. Pour les Alliés, ce fut un tournant. Des bombardiers modifiés et des mécaniciens de terrain accomplirent ce que des armadas entières N avaient depuis réalisé. Le B-25 Stryfer devint une légende, symbole d'une nouvelle ère de la guerre. Les survivants japonais gardèrent en mémoire l'image des 8 yeux de la mort, les mitrailleuses brillantes dont les éclairs précédaient l'explosion de la mer. Pourtant, même dans la victoire, un certain malaise persistait. Plusieurs pilotes alliés avouèrent plus tard qu'ils rêvaient encore de la mer, des visages, du feu et du silence qui suivit. La bataille de la mer de Bismarck changea tout, inaugurant une ère où la vitesse, l'innovation et la précision dominaient désormais l'acier et la doctrine. Pour le Japon, ce fut le début de la fin. Pour le reste du monde, la preuve que l'ingéniosité humaine pouvait réécrire les lois de la guerre. Et pour ceux qui survécurent, ce fut une mémoire ineffaçable, un souvenir gravé à jamais dans les profondeurs de la mer et de la conscience humaine. En conclusion, la bataille de la mer de Bismarck marqua un tournant décisif dans la guerre navale, car au cœur de cette tempête, les hommes des deux camps ne cherchaient finalement qu'une chose: survivre.